Bonsoir à tous, bienvenue donc dans ce deuxième webinaire dans le cadre de la semaine pour la qualité de vie au travail. Donc nous avons eu hier un premier webinaire consacré au télétravail et aux espaces de discussion professionnelle, et aujourd'hui on va se consacrer un peu plus à la négociation d'un accord télétravail. Alors, d'un point de vue organisation un peu de ce webinaire, donc il n'y aura pas de documents projetés, donc vous allez avoir l'inconvénient de voir ma chère tête pendant quelques temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, tous les documents qui sont donc la base un peu de ce webinaire sont disponibles sur notre site internet. Donc, on a maintenant désormais une nouvelle rubrique télétravail, donc spécialement consacrée au télétravail, où vous retrouverez l'essentiel donc des supports qui vont être présentés aujourd'hui. Alors, pourquoi déjà avoir choisi ce thème du télétravail? On est aussi dans le cadre de la campagne des TPE, donc des élections TPE qui ont 2021. Parce que justement le télétravail s'est élargi donc pendant cette période de confinement à l'ensemble des entreprises et bien sûr aussi la fonction publique. Fonction publique, on traitera un petit peu moins aujourd'hui, hein, mais voilà, il est toujours possible d'organiser si vous souhaitez aussi des interventions sur ce sujet. Donc n'hésitez pas à le demander, bien sûr dans la partie de chat. Deuxième point important sur l'organisation, donc vous avez la possibilité dans l'espace chat donc de poser des questions. Voilà, donc et on a Alexandre qui est dans l'ombre, qui interviendra tout à l'heure donc pour poser un certain nombre de questions. Donc on va le faire en plusieurs temps pour pas que ça soit trop lourd et trop dur de m'entendre parler tout le temps. Donc on va faire une première partie qui est un aspect juridique. Alors je ne suis pas juriste, hein, mais vous pointez quelques points importants sur les aspects juridiques du télétravail. L'analyse dont je vais parler est disponible aussi sur notre site internet. Et on viendra après plus précisément sur les questions donc, de négociation de l'accord. L'objectif aussi de ce webinaire, évidemment, c'est de participer, donc poser un maximum de questions. On accordera un grand temps à ce webinaire aux questions pour terminer donc à 19h ce sujet. Alors, le télétravail, hein, c'est un vieux sujet à la CFDT cadre, un sujet redondant. Hein, quelques rappels de date déjà. 2002, donc l'accord national européen donc sur le télétravail. 2005, premier accord national interprofessionnel sur le télétravail. Je dis premier parce que nous en espérons un deuxième peut-être dans les mois qui suivent. On y reviendra tout à l'heure. Voilà. Donc, quand on parle télétravail et qu'on parle de l'accord national interprofessionnel 2005, hein, toujours se rappeler qu'en 2005, il n'y avait pas encore les téléphones tactiles et les choses comme ça. Donc, on était vraiment, je dirais, à la préhistoire même des outils de communication tels que nous les connaissons aujourd'hui. La deuxième chose importante, c'est bien évidemment les ordonnances dites Macron de 2017 qui ont changé donc les articles de loi dont on va parler tout de suite, qui sont donc principalement le 1222-9, le 1222-10, c'est celui qui fait mal, et le 1222-11, celui que nous sommes en train de vivre encore aujourd'hui, donc puisque nous sommes encore dans une situation de télétravail exceptionnel. Alors, je vais faire un peu l'inverse de ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire que normalement, je commence par le télétravail régulier, je passe au télétravail exceptionnel. Là, je vais faire l'inverse, je vais parler du télétravail exceptionnel pour arriver au régulier. Alors, la problématique que nous avons, c'est que le télétravail exceptionnel tel que nous vivons est encadré par la loi. C'est le 1222, donc -11. C'est la raison pour laquelle on entend beaucoup de personnes qui font des interventions disant « Nous ne sommes pas en télétravail, nous sommes en travail à domicile en situation dégradée, etc. » On peut dire ce que l'on veut. Si on est puriste et juriste, etc., le télétravail que nous vivons, c'est du télétravail et il est encadré par la loi. C'est le 1222-11. On pourrait se dire que c'est super. Alors cet article de 1222-11, je vous le lis hein, si vous ne l'avez pas forcément en tête. En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menaces d'épidémie ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés. Donc là, on est en plein véritablement dans la situation. Je vous lis une petite phrase qui a été retirée par les ordonnances Macron, qui existait avant dans le 1222-11. Cette petite phrase était « Les conditions et modalités d'application du présent article seront définies par décret en Conseil d'État ».
Donc, qu'est-ce qui s'est passé au moment des ordonnances Macron? Ce 1222-11, en fait, n'est jamais rentré en application, puisque donc, on attendait les modalités définies en décret par le Conseil d'État. Or, ce décret n'est jamais sorti. Du coup, notre cher président, dans sa grande politique de simplification habituelle, a dit, puisque ça n'existe pas, on supprime l'article. Privant du coup le Conseil d'État de définir véritablement les modalités d'application de cet article. Pourquoi je parle des modalités d'application? Parce qu'aujourd'hui, nous avons un problème important. Il y a 3 mots dans cet article qui sont essentiels. Petit 1, la circonstance exceptionnelle. 2, la menace d'épidémie. 3, le cas de force majeure. Ces 3 notions-là ne sont pas définies aujourd'hui au niveau du droit. C'est-à-dire que circonstances exceptionnelles, bon. Cas de force majeure, bon. Menace d'épidémie, on a eu beaucoup de discussions au début de la crise, à savoir, est-ce qu'on devait attendre que l'OMS déclare le Covid-19 comme une pandémie pour pouvoir mettre en application cet article 1222-11. Bon, la simplification est venue assez rapidement, l'épidémie a été reconnue, donc on a pu faire entrer les gens en télétravail, j'ai envie de dire forcé. Parce que bien évidemment, qu'est-ce qui s'est passé dans ce 1222-11? Il existait déjà, mais dans la plupart des accords télétravail tels qu'ils ont été négociés jusqu'à présent, il était juste mentionné dans ces accords, mais jamais traité. Voilà. Donc, on disait qu'il était possible de faire du télétravail en situation exceptionnelle, que la loi le permettait, qu'il y avait cet article 1222-11, mais on n'en disait pas plus. Résultat des courses, quand on s'est retrouvé mi-mars à mettre les gens en télétravail forcé, je ne vous parle même pas des entreprises qui n'avaient aucune organisation de télétravail avant, pour qui ça a été difficile, mais même pour celles qui avaient déjà des accords télétravail, ça a été certes plus facile, mais quand même difficile, puisque les conditions de cette application de l'accord, de l'article n'existaient pas. Donc, on a eu ce 1222-11. Alors, pourquoi il est exceptionnel? Parce que dans ce cas-là, et c'est là que j'y viens, on fait un renvoi par rapport au 1222-9, qui est donc le télétravail régulier. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce télétravail, en fait, ce télétravail forcé? La première chose déjà, c'est qu'il a été imposé par l'employeur. Je rappelle que normalement, le télétravail, c'est basé sur le volontariat. C'est la seule organisation du travail. D'ailleurs, Yves Svarg, qui travaillait sur le télétravail, nous le rappelait bien souvent, c'est la seule organisation du travail qui est basée sur le volontariat. C'est-à-dire que une direction d'entreprise peut éventuellement accepter ou refuser ce genre d'organisation, et le salarié aussi. Donc là, évidemment, 1222-11, ce principe de volontariat tombe, puisque l'employeur a la possibilité de mettre ses salariés en télétravail. Le télétravail tel que nous le recommandons, c'est bien évidemment un télétravail à temps partiel, 1, 2 jours, voire 3 jours maximum par semaine. Là, on s'est retrouvé évidemment dans un télétravail à temps complet. La deuxième chose aussi, c'est que normalement, quand on signe des accords télétravail, on met un certain nombre de restrictions, qui sont des restrictions qui peuvent être de type organisationnel. Mon poste n'est pas télétravaillable, mes tâches ne sont pas télétravaillables, je n'ai pas le logement qu'il faut pour télétravailler, je n'ai pas les conditions familiales pour télétravailler, puisque il y a des jeunes enfants à domicile, etc. Et souvent, les directions ont peur que les salariés se transforment en nounous pour les enfants. Donc, ce qui s'est passé ici, là, tout est tombé. C'est-à-dire que là, on ne se faisait plus forcément attention aux situations personnelles. Donc, des jeunes parents se sont retrouvés en télétravail, donc avec leurs enfants, avec toutes les problématiques que nous avons pu rencontrer. Là, le quatrième point important, c'est que normalement, le télétravail se met en place avec une période d'expérimentation. C'est-à-dire que dans les accords que nous signons, on fait ce qu'on appelle une période d'essai du télétravail, c'est-à-dire que le salarié, comme son manager, peut revenir en arrière et décider de mettre fin au télétravail si les conditions de réalisation ne sont pas rassemblées. Là, évidemment, plus du tout de questions d'expérimentation, etc. Des gens se sont retrouvés pour la première fois en télétravail à temps complet. Et puis, il y a eu bien sûr la question du matériel informatique. Donc, beaucoup de personnes qui ont été mises en télétravail travaillaient dans l'entreprise avec un ordinateur fixe. Alors, j'ai eu l'exemple d'un collègue qui me racontait, par exemple, que sa femme a dû aller chercher un week-end son ordinateur fixe pour l'installer chez elle pour pouvoir travailler. Donc, on s'est retrouvé avec des situations assez importantes. Dans les grandes entreprises, ça s'est relativement bien passé, et encore. Public, on a eu beaucoup de
travailler évidemment avec leur matériel personnel, mais aussi dans le privé, hein, d'ailleurs, ce cas-là. Et puis, surtout de se retrouver connectés tous en même temps, puisque généralement, quand on choisit le télétravail de façon volontaire, on essaye de choisir un jour où il n'y a pas trop de monde à la maison, où il n'y a pas trop de... voilà, une organisation qui fait que normalement on est relativement calme et surtout les seuls souvent à utiliser la bande passante à domicile. Là, on s'est retrouvé complètement contraint de partager donc cette fameuse bande passante avec des enfants qui suivent des cours en ligne, un conjoint qui est aussi en télétravail, un autre qui a terminé ses cours et qui veut regarder un film sur Netflix. Donc là, ça a été évidemment très compliqué aussi d'un point de vue organisationnel. Et je ne vous parle même pas évidemment des zones blanches que nous avons en France, où certains ont eu carrément l'impossibilité de pouvoir se connecter. Donc, il y a eu évidemment beaucoup je suis à peu près certain que vous en avez eu aussi vent de certains questionnaires, de certains retours, voilà, des situations difficiles, des situations compliquées. Le télétravail, ce n'est pas fait pour moi. Beaucoup de témoignages de salariés qui disent, moi, le télétravail, ça m'allait très bien, 2 jours par semaine, mais là, à temps complet, ce n'est pas possible, etc. Un contexte un peu particulier, puisque certaines entreprises font carrément, je dirais presque marche arrière par rapport à ce qu'elles voulaient faire, enfin plutôt marche avant, puisqu'elles ont décidé, par exemple, de généraliser le télétravail de façon assez, je dirais, assez violente. Je pense notamment à nos amis, je ne sais pas s'il y en a en ligne ce soir, mais nos amis de chez PSA, où l'équipe syndicale CFDT PSA se retrouve à aller freiner la direction qui veut mettre les gens 3 jours et demi à 4 jours par semaine en télétravail. Donc, des situations quand même un peu compliquées. Où en est-on aujourd'hui? Aujourd'hui, on en est au bilan. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est un bilan qui sera fait en 2 étapes. Un bilan à chaud, tel que nous le vivons aujourd'hui, c'est-à-dire que certains questionnaires qui commencent à remonter pour les gens qui sont revenus, mais il y a encore beaucoup, beaucoup de gens en télétravail. Hein. Je fais aujourd'hui ce webinaire depuis chez moi. Et puis un questionnaire qu'on fera beaucoup plus à froid, je dirais, à partir de septembre-octobre, voilà, sous réserve qu'il n'y ait pas de reconfinement, de choses comme ça. Donc voilà, donc une période qui va être un petit peu compliquée. Avec une temporalité dans les entreprises qui est un tout petit peu différente, c'est-à-dire que beaucoup d'entreprises vont vouloir très rapidement signer des accords télétravail. Pour 2 raisons, c'est que la plupart d'entre elles n'en ont pas. Or, il y a un désir très fort de beaucoup de personnes qui ont goûté au télétravail de se mettre au télétravail. Beaucoup de managers qui étaient réticents au télétravail aussi, qui ont décidé donc de s'y mettre, donc d'accepter que leurs équipes soient en télétravail. Donc là, on va avoir un petit embouteillage, je dirais, de négociations sur les télétravail et de renégociation, comme je le disais en introduction, parce que dans les accords existants, il va quand même falloir traiter ce télétravail exceptionnel qui n'existe pas. Il va falloir traiter les modalités de travail exceptionnel. Pourquoi? Parce que nous avons affaire en gros à trois populations importantes qui ont été impactées de façon différente pendant cette crise. Les personnes dont les postes sont télétravaillables, je dirais ces gens-là en faisaient des fois avant, donc la difficulté pour eux a été de se retrouver à en faire à temps complet. Des gens dont une partie des tâches seulement sont télétravaillables. Comment ça s'est passé pour eux? Ont-ils été mis en chômage partiel pour le reste des tâches qui n'étaient pas télétravaillables? On a eu beaucoup de personnes qui étaient 2 jours en télétravail, 3 jours en chômage partiel, par exemple. Et puis, je dirais les postes les plus compliqués, ceux dont aucune tâche n'était télétravaillable. Et là, évidemment, ça a été très difficile. Donc, je dirais que pour les entreprises qui vont devoir renégocier le télétravail, c'est de traiter en priorité ces 3 populations-là. Savoir qu'est-ce qu'on va faire pour ces 3 populations-là. Moi, pour avoir abordé le cas avec certains RH, il y a déjà, on l'avait abordé d'ailleurs il y a quelques mois, avant même de savoir qu'il y avait une crise Covid-19, mais c'est vraiment l'angle mort que l'on a dans les accords. Et beaucoup de RH nous avouaient que quand il y avait par exemple des épisodes neigeux dans le sud de la France, eh bien, mettaient les équipes en télétravail et ceux qui ne pouvaient pas prenaient des congés. Donc on voyait un petit peu la différence de traitement qui n'était pas toujours bien vécue. On l'a eu aussi pendant le confinement, c'est-à-dire que des gens n'ont pas compris pourquoi ils se retrouvaient en chômage partiel quand d'autres étaient en télétravail. Certains n'ont pas compris pourquoi ils se retrouvaient à aller sur site en prenant des risques, etc., alors que leur management restait en télétravail sur place. Ça a d'ailleurs été très marrant, si vous avez vu certains appels qui ont été faits. Il y a eu un appel qui a été fait aux directions et aux managers en disant si nous on revient sur site, vous revenez aussi. Il n'y a pas de raison.
Donc voilà, donc on est dans un contexte un petit peu de ce type-là, de savoir en gros, ben voilà, comment on va vivre un petit peu le télétravail d'après. Alors pourquoi les entreprises s'en sont mieux, je dirais, sont mieux sorties celles qui avaient déjà un accord? Bah parce que déjà les accords que l'on avait négociés dans les entreprises cadraient quand même relativement un certain nombre de situations. Voilà. Alors c'est pas venu du jour au lendemain, hein. Vous avez certaines entreprises qui en sont à leur troisième ou quatrième accord de télétravail, des entreprises, des équipes syndicales qui avaient fait des questionnaires, hein, pour la mise en place du télétravail. Donc il y avait eu quand même un travail assez important. Vous trouverez sur notre site internet, hein, donc deux fiches importantes qui sont issues de notre guide de négociation du télétravail CFDT, à savoir les fiches qui peut travailler avec plaisir et comment organiser son espace et son temps de travail à domicile. Voilà. Donc ça, c'est des choses que je vais aborder en deuxième partie, qui seront plus les questions pratiques. Alors pour revenir au 1222-9, qui est quand même l'article, je dirais l'article générique, celui sur lequel on a le plus tendance à se référer quand on parle du télétravail, il a été aussi modifié par les ordonnances Macron. La première chose importante, hein, que l'on a tous noté, c'est que le contrat ou l'avenant au contrat de travail ne sont plus obligatoires pour faire du télétravail. Alors, pour avoir suivi un petit peu, si vous avez suivi un peu les ordonnances Macron, hein, qui ont toujours été, voilà, il y a eu deux vagues, hein, il y a eu la vague de septembre 2017, il y a eu une ordonnance en 2017, en décembre 2017 qu'on a appelée l'ordonnance Balai. Les ordonnances Balai, c'est ces ordonnances Macron qui viennent un peu rectifier toutes les incohérences qu'il y avait avant, et puis l'ordonnance, voilà, et la loi définitive qui a eu lieu donc le 29 mars 2018. Alors, ce qui était intéressant dans le 1222-9, c'est que normalement, on traitait du télétravail régulier, télétravail occasionnel. On maintenait le contrat de travail ou l'avenant pour le régulier et on autorisait l'occasionnel, donc par un échange de mails, en fait une validation formalisée quand même, mais une formalisation un peu plus souple qu'un avenant pour le télétravail occasionnel. Donc, quand vous lisez l'accord, en fait, vous avez d'abord traité le télétravail régulier, puis l'occasionnel, et en fin de compte, dans la nouvelle version de l'article de loi, l'exécutif a supprimé l'avenant obligatoire ou le contrat de travail obligatoire pour le télétravail régulier. Donc, on se retrouve avec un accord, un article un peu difficile, où on donne une définition du télétravail, celle-ci n'a pas changé. On parle du télétravail régulier en disant qu'il n'y a pas besoin d'accord ou d'avenant, et puis on dit pour le travail occasionnel, bah, c'est pareil. Donc en fait, il aurait été plus simple de dire que pour le télétravail en général, il n'y a pas besoin d'accord ou d'avenant. Alors, ça a été, donc ça a été une des nouveautés. La deuxième chose aussi, c'est qu'on demande donc à formaliser l'accord, le télétravail dans un accord, où on autorise la charte. Voilà. Alors nous, notre recommandation évidemment, c'est que la charte soit aussi discutée, hein, puisque fixer les règles tout seul quand on est employeur, c'est pas des fois toujours très opportun. Donc, une possibilité donc de faire un accord. Pourquoi cet accord est important? Parce que à partir du moment où vous faites un accord, l'article précise bien que vous devez lister l'ensemble des postes télétravaillables. Alors nous, à CFDT Cadre, on n'est pas très poste télétravaillables, on préfère parler de tâches. Vous pouvez très bien occuper un poste qui a 20% de tâches télétravaillables et 80% de non télétravaillables. Si vous faites le calcul, ça vous donne quand même la possibilité de faire un jour de télétravail par semaine. Voilà, donc c'est quand même quelque chose d'important. Pourquoi c'est important? Parce que justement, à partir du moment où vous avez défini dans l'accord l'ensemble des postes qui étaient, des tâches qui étaient télétravaillables, c'est là-dessus que l'employeur va se baser pour donner son acceptation ou son refus au télétravail. Et la nouveauté, c'est que si vous faites partie d'un poste télétravaillable tel qu'il est défini dans l'accord, mais que l'employeur le refuse, l'employeur doit justifier sa décision. Attention, chose importante, ce devoir de justification de la part de l'employeur ne peut se faire que si vous avez un accord dans lequel vous avez listé les postes télétravaillables. Voilà. Donc ça, c'est l'importance d'avoir un accord. D'ailleurs, petite parenthèse assez exceptionnelle, c'est qu'on aurait pu s'attendre à ce que les ordonnances, par la grande liberté qu'elles donnaient dans le télétravail, allaient supprimer les accords d'entreprise, et ça a été vraiment tout le contraire qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on a revu une augmentation du nombre d'accords, parce que justement les employeurs voulaient absolument sécuriser cet aspect de tâches télétravaillables pour pas avoir des motifs, on pourrait aller jusqu'à la discrimination. Hein, c'est pareil, j'ai pas connaissance de cas qui a été porté au tribunal où un salarié attaquerait son employeur pour discrimination parce qu'on lui a refusé le télétravail et qu'on l'a accepté un de ses collègues.
Alors pourquoi c'est important tout ça? Parce que ça met fin à quelque chose qui était important, c'était ce qu'on appelait le télétravail gris. C'est-à-dire que quand vous regardiez les chiffres de télétravail en France, ils n'étaient pas très élevés. Alors je ne vais pas donner de chiffres parce que on avait certaines études qui donnaient 3%, 13%, enfin c'était assez folklorique. Toujours est-il que on avait beaucoup d'entreprises où le télétravail était formalisé par un avenant, et à côté de ça, des gens qui faisaient malgré tout du télétravail gris et qui n'avaient pas signé d'avenant. Donc aujourd'hui, c'est réglé. Il n'y a plus de télétravail gris, puisque de toute façon, même si vous n'avez pas signé d'accord ou d'avenant, vous pouvez de toute façon faire du télétravail en formalisant donc l'accord avec votre responsable. Hein. Alors, nous, évidemment, on dit formalisation vraiment par écrit. Voilà, on garde une trace, il y a une responsabilité qui est importante. Alors cet accord, il est intéressant, la charte, à défaut la charte. Hein. Bon, quand je dis accord, vous entendez aussi accord ou charte, mais bon, comme je suis assez sceptique sur les chartes, je vais parler toujours d'accord. Donc quatre conditions importantes à négocier dans cet accord. Euh, les conditions de passage en télétravail, je viens d'en parler, c'est important, avec un petit ajout qui a été fait d'ailleurs dans l'article qui est intéressant, c'est la possibilité de passer en télétravail en cas d'épisode de pollution. Vous savez qu'on a, notamment pour ceux qui habitent dans les grandes villes, on a eu des fois des circulations alternées, des choses comme ça. Voilà, le télétravail devient une nouvelle modalité possible en cas de pollution. Alors c'est la pollution telle que mentionnée donc, dans l'article L223-1 du Code de l'environnement. Donc si vous voulez vous référer à cet article. Les possibilités aussi, on liste dans l'accord les possibilités de revenir à une exécution classique du contrat de travail sans télétravail. Voilà, donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, toujours cette possibilité de faire de la rétroactivité, donc de rétro-pédaler, je vais dire un terme un peu violent, sur le fait de faire du télétravail. La deuxième chose importante, donc, c'est comment le salarié accepte et l'employeur accepte le télétravail. Donc, on doit avoir des modalités assez claires de formalisation. Voilà, donc, est-ce qu'on fait un avenant? Est-ce qu'un simple mail suffit? Mais en tout cas, que ça soit clair pour tout le monde. Le but de l'accord ou de la charte, hein, de toute façon, c'est que les règles du jeu soient claires pour tout le monde et qu'on n'ait plus l'impression, qu'on quitte un petit peu cette impression que nous avions au début du lancement du télétravail, où le télétravail était donné comme une récompense. En gros, tu es un bon élément, pour te remercier, je te donne du télétravail. Toi, tu es un élément qui me casse les pieds, je t'en donne pas. Voilà. Donc, on essaye un peu de régler ça. Et puis deux autres articles qui ont été ajoutés par les ordonnances, là, qui sont un héritage notamment de l'introduction dans le Code du travail du droit à la déconnexion, à savoir un article, donc le point numéro 3 de l'article, qui dit qu'il faut définir dans l'accord les modalités de contrôle de temps et de charge de travail, donc, et notamment la régulation de la charge de travail. Très concrètement, hein, comment ça se passe, c'est que comme pour les gens en forfait jour, désormais les gens en télétravail, normalement, ont droit à un entretien où ils évoquent leur charge de travail. Un ou deux entretiens d'ailleurs par an. Et puis le quatrième point, là, qui est purement du droit à la déconnexion, donc la détermination des plages horaires durant lesquelles l'employeur peut contacter le salarié en télétravail. Je fais une petite parenthèse là-dessus, on y reviendra peut-être sur le droit à la déconnexion. L'avantage si je peux parler comme ça malheureusement, mais l'avantage qu'a eu cette crise un peu de confinement, c'est la notion de déconnexion. Vous ne savez pas, mais en tout cas, la CFDT Cadre, on se bat depuis des années pour faire comprendre que le droit à la déconnexion, ce n'est pas que pendant le soir, le week-end ou pendant les congés, c'est aussi pendant la journée de travail. C'est donner la possibilité aux gens de se déconnecter pendant leur temps de travail pour relire un rapport, pour écrire une présentation, etc. Donc, la possibilité de se concentrer, de ne pas être interrompu. On a eu énormément de mal à faire écrire ça dans les accords des connexions depuis que l'article est paru dans la loi. Beaucoup de managers aujourd'hui ont pris conscience de ce que ça voulait dire. Et aujourd'hui, on va, je pense, et c'est important si vous n'avez pas d'accord de droit à déconnexion, de le mettre dans les accords télétravail, de faire comprendre que la déconnexion, c'est aussi pendant le temps de travail et pendant le temps de télétravail aussi. Ce qui va bien sûr à l'encontre de cette bonne vieille posture managériale que nous connaissons tous malheureusement en France, qui est la fameuse posture dans ce qu'on appelle en anglais le command and control. Donc, comme disent les Américains, hein, c'est le manager qui contrôle tout, qui veut tout vérifier, etc. En gros, un manager qui n'est pas du tout orienté vers la confiance envers ses équipes. Voilà. Donc ça, c'est des postures un petit peu à changer. Rappelez aussi que le télétravailleur a les mêmes droits. Alors ça fait toujours évidemment sourire, mais voilà, rappelez que le salarié a les mêmes droits
qu'ils soient en télétravail ou dans les locaux de l'entreprise. Alors ça nous intéresse pour plein de raisons, mais il y en a une évidemment qui nous intéresse en tant qu'IRP, c'est que vous avez bien sûr beaucoup d'entreprises qui se contentent de faire le minimum, par exemple sur les PV de réunion, des affichés sur les tableaux de l'entreprise, qui sont généralement planqués dans un endroit où il est pratiquement impossible de les lire. Voilà. Les entreprises qui ont des salariés en télétravail maintenant doivent négocier aussi des moyens de communication pour tout ce qui est communication syndicale, PV de CSE, etc. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui n'intéresse pas des fois les travailleurs directement, mais nous, en tout cas, nous devons garder, nous devons garder à l'esprit. Je ne reviens pas donc sur la motivation du refus par l'employeur. Une petite nouveauté aussi qui a son importance, qui a fait débat hier, hein, pour ceux qui étaient déjà là au webinaire d'hier, la notion d'accident du travail. Alors, la notion d'accident du travail, elle est compliquée. Je ne suis pas un expert et d'autres personnes, je sais, dans ce chat même, dans ce webinaire, sont beaucoup plus compétents que moi. Voilà. En tout cas, dans les concertations et la négociation sur le télétravail, c'était déjà le cas dans la commission Mettling à laquelle j'avais participé, qui a mis en place le droit à déconnexion. Il y avait toute une question autour de l'accident du travail. Alors, le petit ajout qu'il y a eu dans l'article, c'est qu'on se réfère donc un accident donc en télétravail est présumé comme un accident du travail. Voilà. Un accident donc au domicile en télétravail est un accident de travail. Pour ça, on se réfère au 1411-1 donc du Code de la sécurité sociale. Qu'est-ce que nous dit cet article de loi, le 441-1, pardon, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou de l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Donc quand on lit cet article, on peut se dire là que c'est vraiment sécurisé. Désormais, maintenant, quand vous avez un accident de télétravail, vous êtes complètement sécurisé, etc. C'est dans les faits un tout petit peu plus compliqué pour faire reconnaître auprès des URSSAF la notion d'accident de travail. Je vous dis ça parce qu'on a déjà eu des retours des équipes CFDT pour qui il y a eu des soucis. Peut-être que des gens dans ce webinaire ont déjà rencontré des difficultés. Voilà. À savoir quand même globalement que le télétravail est quand même beaucoup plus sécurisé par cet article. Je ne vais pas m'étendre sur le 1222-10, hein, c'est rappeler les obligations de l'employeur à l'égard du salarié en télétravail. Pas de gros changements, donc si ce n'est que l'ancien alinéa 1 qui nous faisait bien plaisir a été supprimé, à savoir celui sur la prise en charge des coûts. Voilà. Donc, la prise en charge des coûts est supprimée donc, par les ordonnances et désormais, donc, le 1222-10 n'oblige absolument plus l'entreprise à prendre en charge les coûts liés au télétravail. Donc là, c'est un vrai recul. C'est un cadeau qu'a fait M. Macron aux directions d'entreprise. C'est quand même quelque chose que l'on retrouve d'expérience dans beaucoup de négociations. C'est-à-dire que les entreprises qui acceptent de négocier le télétravail, beaucoup acceptent encore je dirais, de rémunérer, de rembourser les frais. Ce n'est pas le cas de partout. Il y a beaucoup d'entreprises où les frais ne sont désormais plus remboursés. Alors, cette notion de remboursement des frais a fait couler beaucoup d'encre pendant le confinement. Pourquoi ? Parce que si vous avez signé un accord d'entreprise qui dit qu'en effet, les frais ne sont plus remboursés, ou alors les frais sont remboursés à hauteur de tel montant, etc., c'est l'accord qui s'applique. Si vous avez un accord qui dit les frais ne sont pas remboursés, les frais ne sont pas remboursés. Pour toutes les entreprises, et ça a été le cas de beaucoup d'entreprises qui n'avaient pas d'accord télétravail pendant la période de confinement, ces entreprises-là relèvent non pas de la loi, mais de l'ANI de 2005. Et l'ANI de 2005 parle de remboursement des frais. Donc on pourrait très bien, on devrait normalement, je dis bien on devrait, je ne dis pas c'est ce qui s'est fait, et nous avons beaucoup de litiges en ce moment en cours sur cette question-là. Et il y a la réalité du terrain. Et je n'ai pas connaissance aujourd'hui, encore une fois, de personnes, d'équipes syndicales qui seraient montées, qui seraient allées au tribunal parce qu'elles n'ont pas obtenu des choses sur l'accord télétravail. Ça arrivera peut-être, hein, la nouveauté fait que. Et voilà, donc essayez un maximum d'obtenir les choses par négociation. Alors je fais une parenthèse sur la prise en charge des coûts. On parle de quoi ? On parle des coûts réguliers du télétravail, à savoir généralement, on parle de l'électricité et d'Internet.
Il peut y avoir des solutions aussi téléphoniques qui sont négociées, savoir prise en charge de forfaits téléphoniques ou installation d'une deuxième ligne. Alors ça, c'était bien avant l'arrivée des téléphones portables, mais il y avait des gens qui se faisaient installer une deuxième ligne téléphonique professionnelle chez eux. Et puis les coûts d'installation. On a certaines entreprises où on négocie, par exemple, un forfait que je vais appeler mobilier, voilà, pour acheter une table et une chaise ergo. Bon, c'est des montants plus ou moins intéressants. Attention, ces frais sont à différencier des personnes qui sont en télétravail à 100%, alors pas dans le cas des périodes exceptionnelles telles que je les ai décrites, mais les personnes qui sont des fois même embauchées en télétravail. Voilà. Ces personnes-là n'ayant pas de lieu où effectuer leur travail à l'entreprise, ils n'ont pas de place attitrée dans l'entreprise, ils ne sont pas rattachés, enfin ils n'ont pas de place assise dans l'entreprise, on leur spécifie bien qu'ils doivent rester en télétravail. Ces gens-là peuvent bénéficier en plus d'une prime d'occupation du local personnel à des fins professionnelles. Voilà. Mais uniquement dans ce cas-là. C'est-à-dire que si vous êtes par exemple 4 jours, l'employeur vous demande d'être 4 jours par semaine en télétravail et un jour dans l'entreprise, vous avez une place assise dans l'entreprise, vous ne pourrez pas évidemment bénéficier de cette prime. Voilà. Je referme la petite parenthèse. Voilà, donc j'ai donné quelques précisions. Je vous laisserai aller regarder le 1222-10, hein, donc, qui est vraiment ce que je disais déjà tout à l'heure sur le 1222-9, à savoir la possibilité de revenir en arrière sur le télétravail, la mise en place d'un entretien, etc., qui sont des choses importantes, voilà, qui sont des choses importantes à négocier. Et donc, je reviens maintenant sur ce 1222-11, donc pour conclure, hein, c'est-à-dire que véritablement, emparez-vous de cet article pour en faire un élément de négociation dans les entreprises. Je pense, et j'en suis le premier, puisque j'ai négocié le télétravail dans ma boîte, et franchement, notre accord télétravail ne traite pas de la situation du télétravail en situation exceptionnelle. Il va falloir véritablement, dans les nouveaux accords que l'on signe, traiter ces points-là. Parce qu'évidemment, ce sont, je dirais, les cas les plus problématiques et les plus difficiles que nous avons eu à gérer dans les semaines qui viennent de se passer, avec des directions d'un côté qui ont joué le jeu, d'autres qui auraient bien voulu jouer le jeu mais qui n'avaient pas les moyens de le faire. Voilà, quand vous êtes une petite entreprise de 10-15 personnes, équiper tout le monde d'ordinateurs portables, c'est un coût, hein, c'est quand même important. Et puis d'autres qui ont joué le jeu, qui ont mis les moyens, etc., pour qui ça s'est relativement bien passé. Hein. Voilà. Mais bon, ça n'a de toute façon pas été idyllique. Je ne connais pas une entreprise où ça a été idyllique à 100%. S'il y en a une ce soir, qu'elle se manifeste et qu'elle écrive à monsieur Roux de Bézieux parce qu'il cherche des exemples. Donc voilà. Je propose peut-être qu'on fasse une première pause ici et qu'on fasse peut-être une série de questions, Alexandre, si tu veux bien. Oui, Jérôme, alors on va commencer par les premières questions, on va aller dans l'ordre. Quand on parle de cas de force majeure, nous dit Siké, crue, inondation, catastrophe naturelle, attentat, est-ce que la liste est exhaustive ou on peut... Non, pas du tout. Non, pas du tout exhaustif, parce que on pourrait imaginer, je pense que c'est pas listé, mais par exemple une ligne de train qui est coupée, qui est le seul moyen pour la personne de rejoindre le lieu de travail, pourrait être assimilé à un cas de force majeure par l'employeur. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que il y a ces cas-là, évidemment inondation, des choses qui existent, hein, dans la définition de cas de force majeure, mais c'est très compliqué à définir. C'est très compliqué à définir. Je vous donne un autre exemple. C'est qu'il y a eu une question notamment hier qui est intéressante dans le chat, c'est de se dire mais comment ça va se passer après le 10 juillet puisque c'est la fin de l'état d'urgence. Donc normalement, l'employeur ne peut plus m'obliger à rester en télétravail. C'est pas si évident que ça. C'est pas si évident que ça. Parce que l'employeur, lui, il a une obligation de sécurité vis-à-vis de ses salariés. Donc si lui, il considère que les conditions ne sont pas réunies dans l'entreprise pour garantir votre sécurité, il peut tout à fait brandir le 1222-11 en disant c'est un cas de force majeure, il y a encore l'épidémie, le virus n'a de toute façon pas disparu, je ne suis pas en moyen, je ne suis pas je ne suis pas capable d'accueillir mes salariés dans de bonnes conditions, donc j'oblige en fait les gens à rester en télétravail pour des questions d'obligation de sécurité, etc. Donc c'est très compliqué. C'est très compliqué, c'est ce que je disais tout à l'heure. On peut utiliser en effet ce cas de force majeure. Je vous rappelle d'ailleurs qu'il y avait eu tout un débat, notamment sur la notion. Alors, c'était pas à l'époque. C'était un moment de. Je ne sais plus s'il y avait eu un éboulement ou un truc
de terrain quelque part en France, et les gens avaient dû attendre que ça soit déclenché comme catastrophe naturelle pour être reconnu en cas de force majeure, et qui incite les gens donc à ne pas se déplacer, ils ne pouvaient pas faire du télétravail, en tout cas qu'ils ne soient pas qu'ils soient pas obligés de poser des jours de congé, etc., parce qu'ils n'avaient pas le moyen matériel de se rendre sur leur lieu de travail. Mais on se rend compte que c'est très compliqué, c'est pour ça que je disais que on manque cruellement de définition, de définition sur ce cas-là. On va sortir une fiche dans les jours qui viennent. On est en train de la finaliser. On a eu l'appui de la Confédération, du service juridique de la Confédération pour l'affaire d'ailleurs. Une fiche donc, qui fait à peu près 10 pages, qui est consacrée exclusivement au 1222-11. Voilà. Il nous a semblé important de mettre en place cette fiche parce que justement, c'est le point du plus difficile. Pour répondre à la question de la personne là, sur le cas de force majeure, etc., rien ne vous interdit vous, de définir des cas de force majeure aussi dans votre accord. C'est-à-dire de pouvoir dire, je pense à mes amis, voilà, moi, on a un bureau à Sophia Antipolis, par exemple, la neige est un cas de force majeure, puisque là-bas, voilà, la neige, même si vous avez 2 cm de neige, les gens sont obligés de rentrer, puisque les routes ne sont pas adaptées, les modes ne sont pas adaptés, etc. Il y a d'autres endroits, ça va être les inondations, il y a d'autres endroits, ça va être les moyens de transport. Voilà. Rien ne vous empêche, vous, dans les accords, de définir les cas, en tout cas, qui pourraient permettre à l'employeur de recourir au 1222-11. Et comme je le disais, c'est bien ce qui manque aujourd'hui dans les accords. Et ça fait tout à fait partie des choses qui pourraient être inscrites dans les accords. Voilà. Merci Jérôme. On va prendre une deuxième question avec Karine qui nous demande quid s'il n'y a pas d'accord, mais une charte de l'employeur. Donc dans l'entreprise, quel va être le poids de cette charte en l'absence d'accord, Jérôme? Eh bien, justement, c'est un petit peu le but de l'article 1222-9, c'est que le 1222-9, justement, a légitimé la charte. C'est-à-dire que tout l'article 1222-9, si vous le prenez, c'est l'accord ou, à défaut, la charte. C'est-à-dire que si la charte élabore, par exemple, une liste de postes non télétravaillables et que ou une liste de postes télétravaillables et que l'employeur refuse à un salarié qui a pourtant un poste éligible de faire du télétravail, il devra le justifier comme s'il y avait eu un accord. Voilà. Le problème de la charte, soyons très clairs, il a de toute façon la limite qui n'est pas négocié, enfin très souvent pas discuté. Alors, je ne tire pas boulet rouge, il y a des entreprises qui ont préféré mettre en place des chartes, discuter avec le comité entreprise à l'époque, donc CSE, voilà, ça marche très bien aussi. Moi, j'ai des équipes aussi CFDT qui m'ont dit, voilà, l'entreprise ne se sent pas mûre pour faire un accord, on va commencer par une charte. Très bien. Moi, ce qui est important, c'est que ça soit discuté. Évidemment, la force de l'accord, c'est c'est que bien souvent, on va mettre des clauses dedans de revoyure, des comités de suivi, des choses comme ça, etc. Donc, et puis un engagement des parties. Je pense que la force de l'accord, c'est toujours ce que je rappelle, c'est que c'est quelque chose qui est opposable dans une entreprise. C'est-à-dire, quand un manager vous refuse le télétravail alors que vous êtes éligible, la notion de refus est très forte, mais c'est aussi de dire, tu vas à l'encontre de ce que l'employeur a signé. Voilà. Donc, l'objet, c'est la discussion. Voilà. Donc, la charte a été quand même légitimée aujourd'hui par l'article 1222-9. Voilà. J'espère avoir répondu à la question. Question suivante. Voilà, vous posez beaucoup de questions, c'est pas facile de toutes les prendre. Notre société, nous dit Aline, souhaiterait instaurer le télétravail dès l'année prochaine. Peuvent-ils nous imposer le télétravail? Donc, c'est ce qui se passerait dans l'entreprise de Aline. On sait qu'il y a des avantages pour les sociétés de place, notamment au niveau de l'espace. Ça fait gagner des sous. Alors, je ne vais peut-être pas parler d'économie de bout de chandelle, mais c'est une tendance que l'on pourrait voir apparaître, Jérôme. Il faut être très clair. Actuellement, les entreprises sont en train de revoir, on a des échos dans beaucoup d'entreprises, sont en train de revoir le remède carré. Donc, de toute façon, l'objectif financier est là, soyons très clairs. Alors, sur la question proprement dite, la question m'aurait été posée il y a 3 mois, j'aurais répondu avec mon assurance très forte en disant c'est impossible, basé sur le volontariat. 1222-9, très clair, basé sur le volontariat, il n'y a pas de possibilité. Il y a une petite nuance qui est en train de poindre et on n'a pas résolu complètement la question, et elle se pose dans une entreprise notamment, à savoir, quid si le télétravail était inscrit dans un accord de performance collective?
Quand vous regardez les accords de performance collective, hein, ils parlent de questions de rémunération, d'organisation du travail, de mobilité. Est-ce que un télétravail mis en place dans un cadre d'un APC qui deviendrait du coup obligatoire si refus de l'APC hein, par le salarié, dans ce cas-là licenciement, on a travaillé cette question. Voilà, on a travaillé cette question. Les avocats qu'on a consultés ne sont pas tous d'accord sur la question. Là, je vous parle du droit. Après, dans la pratique, ça serait un très mauvais calcul. Et c'est ce que j'ai dit dans l'entreprise où ils ont l'idée peut-être de le faire et encore non avoué. C'est un très mauvais calcul. C'est un très mauvais calcul parce que c'est se priver justement de la richesse du télétravail. C'est-à-dire que vous allez peut-être vous retrouver à imposer le télétravail 1 à 2 jours par semaine à des gens qui auraient peut-être voulu en faire 3. Voilà. A contrario, pour quel gain? C'est-à-dire que vous allez quand même perdre tout ce que l'on dit hein, dans les revendications CFDTK, à savoir un télétravail avec un nombre de jours trop important, c'est une baisse de la productivité, etc. Donc, le télétravail, la raison pour laquelle on l'a vraiment inscrit dans le volontariat, dans le Code du travail, et ça, si vous reprenez d'ailleurs les déclarations de Roux de Bézieux, qui ne peut pas quand même être caractérisé de gros gauchos, hein, et de Bruno Le Maire disant le télétravail, c'est pas la panacée. Voilà. Donc, ça va quand même à l'encontre du discours actuel, à savoir mettre du télétravail à temps plein, généraliser le télétravail à tout va, etc. Je pense qu'une entreprise, et je le dis parce que je suis syndicaliste, mais je le dirais, je pense tout aussi bien normalement, s'il y a vraiment quelque chose à négocier, c'est vraiment le télétravail. Parce que les chances de succès sont beaucoup plus grandes. Et de toute façon, il y a une adhésion des salariés au télétravail. Il y a de toute façon une adhésion. Là où je vous rejoins, si je crois comprendre dans ce qu'il y a sous votre question, dans l'obligation de la mise en place du télétravail, ça c'est quelque chose qu'on va devoir gérer, c'est évidemment la réduction de mètres carrés. Voilà. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on va de toute façon travailler. C'est quelque chose sur lequel travaille déjà la CFDTK depuis longtemps. Pour ceux qui auraient peut-être suivi les réunions qu'on a fait sur le flex office notamment, ça, c'est des questions sur lesquelles on travaille. Vous savez, le télétravail doit se calquer dans 3, et c'est pas innocent que ça soit rentré dans le champ de la QVT, hein, le télétravail. C'est que vous devez de toute façon, quand vous abordez la question du télétravail, parler de la déconnexion, de la porosité des temps, et vous devez parler des espaces de travail. Vous ne pouvez pas traiter l'un sans l'autre. Parce que les espaces de travail, évidemment, plus vous négociez de jours dans vos accords télétravail, plus la réponse est forte, plus évidemment le désir de réduire les mètres carrés va être important. Didier a aussi posé une question qui parlait de la diminution des superficies immobilières des entreprises. En écho à cela, penses-tu que le coworking va-t-il se démocratiser? Alors, le coworking, on a des réflexions actuellement. Bon, le coworking a beaucoup souffert hein, pendant la crise, parce que malheureusement, les espaces de télétravail ont soit fermé, soit ont été complètement inutilisés. Je le mets dans la fiche qu'on est en train de faire sous le 1222-11. Il y a un avenir possible pour les espaces, les tiers-lieux et le coworking. Si ce sont des espaces qui sont capables, par un mobilier modulable, etc., de répondre très rapidement aux urgences sanitaires. On l'a bien vu, ce qui a posé problème pendant ce confinement, c'est l'impossibilité pour les gens souvent de travailler de chez eux parce que logement trop petit, mal adapté, etc. On pourrait très bien imaginer des lieux, que les salariés puissent se rendre dans des tiers-lieux avec des conditions sanitaires parfaitement respectées, vitres plexiglas, enfin bon, différents conseils sur lesquels je vais parvenir. Et là, il y a un avenir là-dessus, sur les espaces de coworking. Les espaces de coworking, après, ils ont eu une utilité pour certaines grosses entreprises, c'est de fermer certains établissements dans certaines régions où il n'était plus nécessaire de maintenir un établissement et qui ont mis en place des espaces de coworking. L'espace de coworking a évidemment cette facilité pour les employeurs, à savoir qu'il est modulable. Donc, d'un jour au lendemain, si votre équipe double, vous êtes capable de prendre plus de place, etc. Il y a un coût, hein, évidemment. Donc, il y a l'espace de coworking, il y a le tiers-lieu, il y a aussi l'espace de co-entreprise. Hein, c'est-à-dire que c'est souvent un espace qui va être partagé entre deux entreprises. Voilà. Il y a un avenir là-dessus. Par contre, dans le cadre du télétravail régulier, on se rend compte que c'est quand même le domicile qui prime. Voilà. Et que les employeurs, pour revenir à la question précédente sur les questions de coûts et d'économie,
vont pas aller souvent réduire des mètres carrés dans leur entreprise pour aller payer des places de coworking à l'extérieur. Alors ça, par contre, là je le dis en général, par contre, il y a une expérimentation, enfin il y a des choses qui marchent très très bien dans des régions où dans les zones blanches Internet, c'est que des gens vont souvent travailler dans des espaces de coworking, notamment dans des anciennes gares, qui ont été très intéressants. Enfin, vous savez que la SNCF a rendu un grand nombre de mètres carrés de gares, de bureaux, etc., qui ont été transformés en espaces de coworking. Et vous avez par exemple des villages qui ont repris la gare et qui l'ont transformée en mettant 4-5 postes de télétravail avec de la DSL au mieux de la fibre, qui permet à des gens de venir travailler donc à 5, 10, 15 km de chez eux et d'avoir donc un lien Internet qu'ils n'ont pas à domicile. Donc il y a des choses à réfléchir, mais je dirais plus dans un terme d'aménagement du territoire. Multiplier les espaces de coworking, par exemple dans des grandes villes comme Paris, Lyon, etc., je ne suis pas complètement convaincu que ça soit forcément l'avenir. Mais voilà. Mais c'est que mon avis. Merci Jérôme. On passe à la question des salariés à temps partiel. Est-il normal que la direction refuse systématiquement leur télétravail? Alors peut-être que la réponse est non, à la question. non, 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 non. C'est pour ça que le télétravail, on a tendance à mettre dans les accords 1-2 jours de télétravail ou 3 jours de télétravail maximum. Il faut toujours compléter en disant à minimum 1 jour ou 2 jours de présence sur site. C'est-à-dire, généralement, vous avez des accords de télétravail qui disent salarié pour avoir 1, 2 ou 3 jours de télétravail et à minima être présent sur site 1 à 2 jours. Ce qui permet aux gens à temps partiel de bénéficier du télétravail. Mais les gens en temps partiel doivent bénéficier du télétravail. Évidemment, si on en vient à ce que la personne prenne 3 jours de télétravail à 1 jour de temps partiel et ne se retrouve plus qu'à 1 jour dans l'entreprise, c'est plus un problème de temps partiel. C'est un problème de salarié qui n'est plus dans les locaux de l'entreprise. Ça pourrait être pareil pour quelqu'un qui aurait 4 jours de télétravail à temps plein et puis un jour dans la question en termes de visibilité. Je ne parle pas en termes de travail. Donc en termes de sociabilisation, c'est d'abord ce qui doit nous guider, à savoir, il est possible évidemment de mettre du télétravail en place pour le temps partiel sans les isoler d'un autre côté. Donc il faut absolument négocier dans les accords de télétravail du télétravail pour le temps partiel. Et je reconnais ça dans la question. On a en effet des entreprises où les gens bloquent sur le télétravail à temps partiel. Et ça, c'est très révélateur, c'est que de toute façon, il y a des blocages. Donc on est plutôt dans des entreprises qui acceptent de signer un accord télétravail, mais qui veulent le freiner au maximum. Voilà. Il n'est absolument pas impossible pour les gens de faire du télétravail. La grosse difficulté que l'on a dans la réalité, le vécu des gens qui sont en télétravail et à temps partiel, c'est de bien faire comprendre la différence entre les 2 jours au manager. Le jour où je suis à temps partiel et le jour où je suis en télétravail. Il y en a un où tu peux me contacter, l'autre non. Et ça, c'est souvent, voilà, on part dans d'autres prérogatives, mais c'est évidemment ça important aussi qu'il faut blinder dans les accords, à savoir sécuriser aussi les télétravails des gens à temps partiel. Merci. Je vais te poser une dernière question avant peut-être que tu reprennes la suite de ta présentation. Beaucoup de questions par rapport au fait que, voilà, avant, nous étions quelques-uns seulement dans l'entreprise à être télétravailleurs. Nous le sommes tous aujourd'hui. Donc, le lieu de notre activité s'est déplacé. Et lié à cela, les questions de coûts, de frais réels, par rapport au télétravail, les dédommagements des repas, etc., etc. C'est difficile de répondre point par point, mais est-ce que globalement, comment tout ça va s'articuler? Est-ce qu'on peut travailler là-dessus aujourd'hui? Et justement, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de blinder, de négocier le 1222-11 dans nos accords, à savoir qu'on peut tout à fait prendre en charge des frais qu'on ne prend pas pour le télétravail régulier. Votre employeur ne veut pas prendre des frais d'Internet parce que vous êtes une journée par semaine en télétravail. Bon, voilà, la négociation, c'est ça. Hein, c'est que, voilà, comme disait ma grand-mère, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Par contre, dans le télétravail exceptionnel, c'est beaucoup plus facile d'argumenter sur le fait que les frais Internet doivent être pris en charge, ne serait-ce que parce que déjà les réseaux d'entreprise ne sont pas utilisés pendant ce temps-là et que l'entreprise fait des économies. Voilà. Et que d'un autre côté, on peut se dire que le coût Internet est marginal quand vous êtes une journée par semaine. L'électricité, après, ça va dépendre si vous êtes chauffé, à l'électrique, ça va être un peu plus compliqué. Toujours est-il qu'il faut traiter de la prise en charge de ces coûts quand vous êtes en télétravail exceptionnel. Voilà. Moi, j'ai la chance, par exemple, dans mon entreprise, qu'ils nous prennent
les frais de repas pour tous les jours où nous sommes en télétravail là, en ce moment à temps complet, c'est une application qu'ils ont décidé. Et voilà, on aurait pu leur opposer en effet le fait de dire que on est contraint, donc il faut prendre nos frais de repas en charge, etc. Ils l'ont fait spontanément. Et ça, je pense que ça fait partie des choses. Je n'ai peut-être pas assez insisté, mais quand on négocie le 1222-11, on négocie aussi ce genre de choses. On négocie véritablement, quand on négocie dans un accord le 1222-11, ça pourrait presque être un accord presque différent. Voilà. Et moi, je ne trouverais pas délirant qu'un délégué syndical vienne me dire, bah, écoute Jérôme, on a un accord pour le télétravail régulier et la direction a décidé de signer un accord pour le télétravail exceptionnel. Très bien, ça c'est très bien. C'est très bien. C'est-à-dire qu'on est capable de se dire qu'il y a des coûts qui vont être pris en charge dans le télétravail. Pourquoi pas dire que si le télétravail exceptionnel dure plus de X mois, on accepte de prendre en charge l'achat d'une chaise ergonomique, par exemple. Pourquoi pas? Voilà. Ça, c'est de la négociation. Voilà. Il faut juste être très clair, c'est qu'à partir du moment où vous êtes dans un accord, comme je le disais en introduction, il n'y a plus d'obligation de prendre les frais en charge. Mais ça doit être quelque chose qui peut être négocié. Voilà, sachant qu'on peut espérer que voilà, les circonstances exceptionnelles ne se renouvellent pas trop souvent et restent exceptionnelles. Très bien. C'est bon pour toi, Alexandre, d'autres questions? Alors, il y a d'autres questions. Je ne sais pas si toi, tu veux ta présentation. En priorité aux questions, oui. Alors, on a Michael qui a deux questions par rapport au webinaire d'hier soir. Il a été dit hier que les espaces d'expression seraient des outils de management, c'est-à-dire, point d'interrogation, quelle formation doivent suivre les managers pour le management à distance? Très bien. Nous, c'est quelque chose, en effet, recommandé espace de discussion sur le territoire et la déconnexion. C'est-à-dire que il y a eu une expérience qu'on a vécue, c'est que les premiers accords de télétravail qui étaient signés, vous aviez des beaux accords avec 2-3 jours de télétravail par semaine qui étaient signés par les directions d'entreprise. Et au moment où il fallait les faire appliquer dans l'entreprise, les managers de proximité refusaient systématiquement le télétravail. Parce qu'ils étaient, ce que je disais, dans leur posture de contrôle, manque de confiance vis-à-vis de leurs équipes, etc. Ce qui a été un peu dur à l'époque, c'est qu'on a eu tendance, des fois, à pointer ces managers, mauvais managers, méchants managers qui refusent le télétravail, etc., sans écouter forcément leur réticence. Et là, on s'est rendu compte pendant la période de confinement que le manager de proximité était quand même l'élément clé. C'est dommage qu'il ait fallu une crise pour s'en rendre compte, mais bon, à toute chose, malheureusement. Voilà, c'est un peu le truc important, c'est qu'on s'est rendu compte, on s'est dit, bah, finalement, sur le télétravail, il faut faire parler les gens. Parce que dans le mot télétravail, il y a le mot travail. Il faut faire parler les gens sur le travail. C'est quand même notre fer de lance à la CFDT, si on se remémore l'enquête Parlons Travail. Donc c'est très important d'utiliser ces espaces de discussion. Ça demande une formation, très bon point sur les espaces de discussion. L'ANACT a tout un programme de formation aux espaces de discussion. La CFDT cadre avec Thierry Lebec, vous avez vu hier aussi, Thierry travaille énormément sur des espaces de discussion, etc. Ces espaces-là qui parlent du travail, je vous rappelle, les espaces de discussion, ça parle du travail, ça ne parle pas d'évolution de carrière, de salaire, de formation. Ça peut parler de formation, évidemment, si ça découle, mais c'est surtout de parler du travail. Et là, ce qui va être très important, c'est déjà le cas de toute façon, les entreprises qui ont déjà mis en place des espaces de discussion, déjà s'en sont très bien sortis pendant le confinement parce que ces espaces de discussion ont continué de fonctionner pendant le confinement. Et là, ça va être très utile aussi pour faire le bilan. Là, on rentre en phase de bilan d'expérience télétravail. Il faut que les gens aient les possibilités de s'exprimer et surtout s'exprimer librement, y compris les managers. Qu'un manager qui ait mal vécu le télétravail soit en capacité de le dire aussi. Voilà. Il y a des managers qui n'ont. Les équipes ont bien vécu le télétravail parce que le manager a compensé, passé des heures et des heures à compenser, etc. Lui, il est à bout. Voilà. Il y a des managers qui sont à bout parce qu'ils ont voulu compenser les manques et les choses comme ça. Donc, les salariés sont globalement satisfaits. Par contre, les managers sont complètement à bout. Et d'ailleurs, c'est intéressant. Vous avez certains sondages, je n'ai plus lequel en tête, parce qu'il y en a tellement qui sont sortis. Vous avez un sondage qui est sorti, je me demande si ce n'est pas mon travail à distance, j'en parle, celui qui était soutenu par la CFDT, où la poursuite du télétravail était plus sollicitée par les employés que par les cadres. C'est-à-dire que les cadres étaient plus réticents à continuer le télétravail, alors que les employés étaient plus volontaires. Donc je pense que l'espace de discussion, voilà, ça demande une formation. Donc je parlais de l'ANACT. Il y a d'autres qui vous proposent des formations sur les espaces de discussion, mais l'ANACT est quand même
Nous, on travaille à CFDT avec l'ANACT, c'est quand même les plus avancés sur la question. Vous pouvez tout à fait profiter de cette expérience de post-confinement. On sort même du télétravail, on parle d'un bilan plus général, pour mettre en place les espaces de discussion sur cette problématique du télétravail, du travail à distance. Je ne l'ai pas dit, mais j'allais y venir ensuite, mais il faut bien faire attention quand on négocie un accord de télétravail, de travailler, je le disais tout à l'heure, sur toutes les populations. C'est-à-dire que quand vous lisez les accords télétravail, ils traitent principalement de la situation de travail de la personne en travail à distance. D'accord ? Le problème, c'est que quand vous traitez un accord télétravail, il faut traiter tous les salariés. D'accord ? Parce que on s'est rendu compte de certaines choses, c'est que dans certaines populations, les personnes qui souffraient le plus du télétravail, c'était les gens qui restaient sur site. J'ai l'exemple, par exemple, d'une entreprise où les assistantes nous disaient que les jours où leurs collègues étaient en télétravail, elles souffraient énormément parce qu'elles étaient sursollicitées par les gens. Voilà. Vous aviez un manager qui sortait du bureau, il voyait une assistante qui était présente, ce n'était pas forcément celle qui lui était affectée d'habitude, il allait lui demander quelque chose. Il y avait des clients à aller accueillir à l'accueil, c'était celle qui était présente, etc. Puis vous savez ce que c'est, hein, on est des êtres humains, vous sortez de votre bureau, vous croisez quelqu'un qui peut vous aider, vous allez demander à lui avant d'aller contacter la personne qui est à distance ou qui est plus loin, etc. Si cette personne qui est sous la main peut vous aider, vous allez le faire. Donc ça, c'est très important aussi dans les accords télétravail, de penser à négocier aussi les conditions de travail de ceux qui restent dans l'entreprise. Ça, c'est essentiel. Et le manager là-dessus, est vraiment la pierre angulaire, hein, puisqu'il doit un petit peu articuler tous ces collectifs existants. Et il doit s'exprimer là-dessus. Et pareil pour les salariés. Vous avez des salariés qui acceptent, qui demandent de faire du télétravail. Nous, on a publié un autodiagnostic dans notre guide télétravail. Pourquoi ? Parce que vous avez des salariés qui ne sont pas faits pour le télétravail. Et ça, à entendre de la part de certains salariés, mais il y en a qui ne sont pas faits pour ça. Voilà. Qui sont prêts quand même à le prendre parce que contrainte de transport, voilà, il y a quand même 3 heures de transport dans une journée, c'est pas négligeable. Ils ont besoin d'organiser aussi leur vie familiale le mercredi après-midi, d'aller faire des allers-retours, emmener le petit au foot, le moyen au ping-pong et le grand à la danse. Donc, ils ont besoin un petit peu de s'articuler un peu sur tout ça. Donc, faire parler aussi les salariés sur leurs souffrances, de leur situation de télétravail aussi, c'est d'essayer de les résoudre. Voilà, c'est de gérer aussi dans les espaces de discussion toutes les incompréhensions qu'on a, on n'en a pas encore parlé, mais de la communication à distance. On l'a vu pendant ce confinement. Un des gros problèmes qu'on a eu, c'est sur la communication. Ça a été un gros point. On pourra s'attarder si ça vous intéresse, hein, mais la communication a été un gros problème pendant ce confinement. Voilà, Alexandre, je ne sais pas si... Au niveau des outils, Laurent demande si nous pourrions diffuser des enquêtes et des sondages types qui ont fait leurs preuves et qui pourraient être réutilisés dans les entreprises. Je sais qu'on a mis plusieurs sondages déjà sur notre site. Alors, il y a eu des enquêtes, notamment celle du travail. Mon travail à distance, j'en parle, qui a été porté par la CFDT. Le questionnaire est encore en ligne, qui ont parlé des outils. Mais pas des outils à proprement parler. C'est-à-dire, est-ce que vous avez eu les outils nécessaires pour travailler, etc. Ils ne sont pas rentrés forcément dans le détail des outils. Les outils, il y a eu deux grosses... voilà, je pense que quand on fait une enquête sur les outils, il faut déjà... soit on est dans une entreprise où il y en avait déjà, soit on est dans une entreprise où il n'y avait rien. Et même dans les entreprises où on en avait déjà, il n'y avait pas forcément une utilisation très pratico-pratique des outils. Je vous donne un exemple, outil qu'on utilise à la CFDT Cadre, hein, l'outil Teams de Microsoft. Je participais à un webinaire ce matin sur les nouvelles formes de management. Le DRH de la banque Mazars disait que il y avait des sondages qui montraient que la plupart des entreprises... Ah non, c'était dans un autre... Non, c'est un autre cadre. Dans un autre webinaire que je suivais sur les outils, justement, la personne disait que la plupart des entreprises utilisaient Teams uniquement pour faire des conférences téléphoniques. C'est-à-dire tout l'aspect partage de documents, création d'équipes, etc., n'était pas utilisé. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, des outils comme Zoom ont très bien fonctionné, puisque Zoom a un fonctionnement très basique, hein, donc ça suffit à beaucoup de gens, etc. Je pense que sur les outils, il faut vraiment voir, en général, c'est est-ce que vous voulez les introduire dans une expérience de télétravail ou est-ce que vous voulez les introduire dans une expérience de travail tout court? Je m'explique.
c'est que vous avez beaucoup d'entreprises finalement qui utilisaient déjà les outils collaboratifs avant le confinement, qui n'ont fait que continuer finalement. Alors il y a des ajustements à faire, hein, parce que faire 50 minutes de conférence téléphonique dans une journée, puis passer du jour au lendemain à 8 heures de conférence téléphonique en confinement, plus vos bons copains qui ont l'idée de vous organiser un apéro Zoom, ce qui fait que vous passez 11 heures devant un outil numérique, voilà, de la folie pure, hein, pour être très clair. Donc, sur les outils, moi je pense qu'il faut aller au-delà de l'expérience télétravail. C'est-à-dire qu'il faut que la partie télétravail soit une des parties du questionnaire. Voilà. Est-ce que les outils sont adaptés au télétravail? Mais déjà parler des outils existants, de ceux qui pourraient être mis en place, mais dans un objectif de continuité d'activité, et pas seulement dans le télétravail. Voilà. Moi, c'est mon approche. Alors, des questionnaires type, encore une fois, voilà, moi, je n'ai pas vu de questionnaire à 100% sur les outils, et toujours des questions intégrées, par contre, sur les études, sur les questionnaires qui ont été faits sur le télétravail. Voilà, il y a eu quelques études qui ont été faites. Je sais que les équipes, je pense encore à eux parce qu'on travaille beaucoup avec eux en ce moment, mais par exemple, l'équipe, voilà, il y a eu l'équipe PSA, CFDT PSA qui a lancé un questionnaire sur le télétravail. Alexandre est en train de vous montrer quelqu'un avec qui nous travaillons, donc, qui s'appelle Hyperia, qui a lancé aussi un questionnaire sur le télétravail. Donc, tous ces liens sont sur notre site internet. Vous pourrez vous en inspirer donc, pour aller voir voilà, pour aller voir un peu les questions qu'on peut poser sur les outils liés à toutes ces nouvelles formes de travail, comme on dit. D'autres points, Alexandre? Ou je continue? Je continue. Alors, on pourra continuer, hein, de toute façon, les questions. Donc, qu'est-ce qu'il faut, en gros, les gros points à négocier dans un accord télétravail, puisque c'était un petit peu le but. Donc, tout ce que je vais vous dire là est de toute façon dans notre guide de négociation d'un accord télétravail. Les choses, évidemment, les points évidemment très, très importants, c'est, je dirais, 3 points. Déjà, traiter la question du domicile. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. C'est quelque chose qui n'est pas des problèmes, hein, pendant le confinement, que le professeur invite dans les visioconférences, dans les choses comme ça. Voilà, c'était très compliqué. Ça a aussi eu des effets bénéfiques, hein. On a des managers qui nous ont dit qu'ils avaient beau savoir que quelqu'un de leur équipe avait deux enfants de 2 et 4 ans, il se l'est mieux représenté quand les enfants de 2 et 4 ans ont surgi au plein milieu de la visioconférence. Il a plus vu la complexité que ça pouvait avoir. Donc, je pense que c'est déjà de traiter la question du domicile. Vous aurez sur notre site internet donc une fiche en 12 points, savoir voilà, quelles sont les règles à suivre pour le domicile, donc les conditions de travail, le mobilier, l'environnement aussi, est-ce que je travaille dans un environnement bruyant, etc. Voilà. La deuxième chose, élément important aussi, c'est la famille. Voilà. Comme disait Yves Lasfargue, dont je parlais tout à l'heure, disait toujours, assurez-vous d'avoir une famille télétravaillable compatible. Voilà. Ça a été évidemment très dur pendant le confinement, parce que quand vous êtes en période régulière de télétravail, vous faites un choix de faire le télétravail. Généralement, les personnes qui sont avec vous, à moins d'avoir un travail à domicile, mais généralement ne sont pas là quand vous êtes en télétravail, soit à l'école, soit dans leur entreprise. Bon, si vous voulez prendre un jour en commun de télétravail avec votre conjoint, pourquoi pas, hein. Mais voilà, mais c'est choisi en tout cas. Là, ce qui a été évidemment difficile pendant la période de confinement, c'est que c'était une période imposée qui a rendu les choses très difficiles. Mais en tout cas, dans le cadre du télétravail régulier, en tout cas, traiter véritablement ces questions du domicile. Peut-être aussi traiter la question du nomadisme, qui se pose de plus en plus dans des négociations sur le télétravail. Et quand on touche à la question du nomadisme, comme on touche aussi à la question du travail à domicile, se pose de plus en plus la question, et on l'a vu pendant le confinement, la question de la protection des données. On sait que les attaques, ce qu'on appelle phishing, des trucs comme ça, ont été beaucoup plus importantes, les arnaques beaucoup plus importantes pendant la période de confinement. Donc ça, c'est des choses aussi qu'il faut de plus en plus travailler. C'était beaucoup moins le cas, évidemment, quand on a négocié les premiers accords en 2007-2008. Voilà, donc, vous voyez comme quoi il y a des problématiques qui surgissent. Donc, voilà, toute la question du domicile et de la famille. La deuxième chose aussi à négocier, évidemment, c'est le management. C'est le management, et ça va être, évidemment, de travailler sur les relations collectives individuelles.
Le piège qu'on a eu dans le confinement, c'est que vous avez des gens qui sont sortis complètement dégoûtés du télétravail et des gens qui sont sortis complètement enjoués, pour qui c'était la première fois qu'ils faisaient du télétravail et c'était un bonheur total. Il faut bien expliquer aux uns et aux autres que le télétravail qu'ils ont vécu n'est pas un télétravail classique. Et l'expliquer aussi aux gens qui sont tout contents de ce qu'ils ont vécu pendant 3 mois. Pourquoi? Parce que je vous donne l'exemple des réunions et des conférences. Là, aujourd'hui, dans ce webinaire, nous avons une situation pratiquement d'égalité, puisque j'ai la chance de pouvoir parler et vous non, mais on est pratiquement tous devant son écran à égalité. On pourrait imaginer qu'on fasse aujourd'hui une réunion de travail sur un accord ou qu'on soit en train de faire une réunion. Nous sommes tous à égalité, avec des qualités techniques plus ou moins vacillantes selon nos lignes, nos bandes passantes, etc. Mais en tout cas, nous sommes devant notre écran à égalité. La problématique, il faut faire comprendre aux gens, c'est que c'est évidemment complètement différent quand vous organisez une réunion où 4 personnes sont en présentiel dans une salle et vous en télétravail. Vous avez tendance à être exclu, on vous entend moins bien, on vous oublie des fois même. Je me souviens, moi, d'avoir fait des réunions où la direction coupait le micro en disant zut, on n'a pas dit au revoir à un tel, on a oublié qu'il était en ligne. Voilà, donc les animations de collectif sont complètement évidemment différentes quand on a des équipes en télétravail. Et c'est là évidemment l'important, quand je dis de négocier les conditions de management, quand je dis de parler des gens qui restent sur site et des gens en télétravail, c'est de maintenir aussi une certaine équité de traitement. Voilà. Je vous donne un exemple, hein, mais si je pense à balancer une info dans l'open space et que j'oublie que j'ai des gens en télétravail du coup qui n'auront pas cette information-là, je peux très bien balancer cette info dans l'open space, mais il faut que je pense à aller prévenir les gens qui sont en télétravail. Ce qui est aussi une pression psychologique en plus, hein, une contrainte psychologique en plus. Mais en tout cas, il faut y penser. Et je dirais que c'est toutes ces choses-là, en tout cas, qu'il faut veiller à avoir, c'est l'équité de traitement. C'est-à-dire que certains salariés, alors à tort ou à raison, mais c'est en tout cas des choses à travailler, et pour nous, syndicalistes, en tout cas, c'est des choses qu'on travaille, certains salariés en télétravail ont l'impression d'être moins reconnus, moins visibles, moins... Voilà. Qu'est-ce qui crée ce genre de choses? Voilà. C'est souvent un manque de confiance, c'est souvent manque de maturité dans le poste aussi. C'est pour ça que dans les accords télétravail, par exemple, on négocie une période d'ancienneté, soit dans l'entreprise, soit dans le poste, parce qu'on pense qu'il faut quand même une certaine intégration dans le poste de travail avant de passer en télétravail. Donc ça, c'est des choses auxquelles il faut penser quand on négocie aux règles de négociation du management. On en vient bien sûr à la question des outils qui a été évoquée dans la question précédente, c'est-à-dire, et je pense que là, c'est très important, de toute façon, dans tous les points que je vous dis depuis le début, c'est que de toute façon, en amont de mise en place de télétravail, alors là, on a eu la chance d'avoir une expérimentation forcée, hein, je dirais, mais ne pas se priver malgré tout, malgré ce qu'on a vécu pendant 3 mois, de faire une expérimentation sur du télétravail régulier. C'est-à-dire que vous avez beaucoup d'entreprises, avant de lancer une négociation sur un accord télétravail, soit lance une charte, soit ne lance rien, mais lance une expérimentation sur un service pour affiner un peu les attentes des uns et des autres, etc. Et peuvent venir dans ces expérimentations un besoin, voilà, du management, de maîtriser, maîtriser une communication à distance. C'est pas forcément la même chose qu'un management en présentiel. Voilà. Il y a des besoins qu'il faut écouter. Formation aussi des salariés qui vont être en télétravail. Formation aussi des salariés qui ne vont pas être en télétravail pour comprendre ce que vont vivre ceux qui sont en télétravail. Formation aux règles de sécurité, à l'ergonomie. Voilà, le fait je pense, et là on l'a bien vu, hein, nous c'est les conseils qu'on a donnés pendant la période de confinement en tout cas, être très très strict sur sur l'emploi du temps qu'on se fait. C'est-à-dire de vraiment garder un rythme, j'allume à 9h, je ferme à 18h, etc. Pas se faire déborder, faire une vraie pause déjeuner, à 18h faire une activité autre que celle sur un écran pour bien couper, etc. Hein, pourquoi pas aller bricoler, faire la cuisine, je ne sais pas, des lessives, ce que vous voulez, mais autre chose en tout cas. Et voilà, donc c'est aussi de rappeler ces règles-là, hein, les formations, donc de faire des formations en fait qui sont... je ne suis pas un adepte des formations toutes faites, hein, je pense que c'est des formations véritablement qui peuvent être développées en local, beaucoup basées sur le retour d'expérience. Voilà, il y a beaucoup beaucoup d'échanges. Vous savez, les formations qui sont sur le télétravail, généralement, c'est très intéressant. Hein, c'est 20 minutes de présentation et 1h10 d'échange, hein, parce que les gens ont besoin de parler de leur vécu, etc. Donc ça, c'est sur le management et les nouvelles compétences qu'il faut évidemment acquérir. Et puis être très clair aussi sur les attendus. Ça, c'est le dernier point important. Je parlais tout à l'heure du droit à la déconnexion. Il est important de rappeler le droit à la déconnexion qui est dans le code. Malheureusement, le devoir de déconnexion, qui lui n'est pas dans le code du travail, mais qui est tout aussi important. Hein. Il ne s'agit pas d'interdire aux gens de travailler à 20 heures s'ils ont envie, mais en tout cas de respecter le droit de déconnexion des autres. Voilà, donc c'est toutes ces pratiques
On a vu beaucoup de dérives pendant le confinement, des gens qui ont écrit le week-end, le soir, la nuit, etc., qui vous disent que c'est une situation exceptionnelle, voilà, mesure exceptionnelle. Veillez à ne pas installer un peu ces débordements qu'on a pu voir et peut-être un petit peu excusés pendant la période du confinement. Veillez à ce qu'ils ne se reproduisent pas, en tout cas sur la durée, et bien rappeler qu'un salarié en télétravail, c'est d'abord un salarié qui travaille. Voilà. Je vous rappelle la définition, hein, vous reprenez la définition de 1222-9, c'est une activité qui aurait pu être faite dans les locaux de l'entreprise qui se fait à distance avec les outils de communication électronique. Voilà. Donc ça, c'est important. Hein. C'est le même travail qui est fait, c'est juste le lieu qui change. Ça peut paraître bête de le dire comme ça, mais il y en a qui forcément n'ont pas vu cette chose-là. Quand je dis ça aussi, c'est que on doit inscrire dans les accords, hein, tout ce qui est méthode d'évaluation, de reconnaissance. Voilà. Ne pas sanctionner la déconnexion, mais ne pas reconnaître non plus la surconnexion, comme on peut le dans nos entreprises, etc. Des règles qui nous paraissent évidentes, pas de réunion après 18 heures, bah oui, c'est pas parce que, voilà, on le sait, hein, dans les faits, quelqu'un qui gagne en gros 2 heures de transport dans la journée, il va en prendre une pour lui, il va en donner une à l'entreprise, hein, souvent. Donc, Yves Lassalle disait toujours dans ses enquêtes au Bergo sur le télétravail, il faut accepter le paradoxe quand on fait du télétravail, c'est plus de qualité de travail, mais aussi plus de travail. Voilà. Donc il y a plus de qualité parce qu'on gagne en temps de transport, en environnement, etc. Mais il y a aussi plus de travail parce que les gens font moins de pauses, s'arrêtent moins, travaillent plus longtemps, etc. Donc sentent aussi le besoin de se faire, voilà, se faire voir un peu plus, etc. Donc des règles de management aussi qu'on peut voir, hein, c'est sur les qui a été très difficile, je le disais tout à l'heure, sur les moyens de communication aussi qui ont été faites. Le dosage, est-ce que je communique plus, moins, pareil, questionner les équipes, voilà. Alexandre est dans le call, hein, mais il y a un moment avec Alexandre et Yasmine, donc les deux personnes de l'équipe communication de la CFDTK, par exemple, on avait l'habitude de faire des points plus régulier pendant le début du confinement, puis à la fin du confinement, enfin pendant le confinement, je leur ai dit, mais est-ce que le rythme vous va, est-ce que c'est trop ou pas? Y a un des deux qui a dit, bah moi j'aimerais qu'on maintienne le rythme, un des deux qui a dit, bah, ça fait quand même beaucoup de réunions, je préférerais qu'on en fasse un peu moins. Voilà. On s'adapte, voilà, mais il faut demander aux gens, c'est la meilleure façon. Donc je pense qu'il y a tout ce problème de visibilité à régler, à mettre dans les accords aussi. C'est très difficile parce qu'on est dans du subjectif, mais en tout cas de rappeler certaines choses. Voilà, rappeler que le salarié en télétravail est en travail. Il n'y a pas besoin de surinvestir certaines choses, etc. Il faut juste prendre des précautions, qu'il n'y ait pas un isolement social et professionnel et que la personne puisse disposer de toutes les informations dont elle a besoin, comme si elle était dans les locaux de l'entreprise. Voilà. Donc, les expériences qui, j'espère, vont, enfin, les vécus qui, j'espère, vont cesser, c'est ces témoignages de salariés qu'on a souvent à la CFDTK en disant c'est quand même très marrant, c'est que quand je suis dans les locaux de l'entreprise, je ne vois pas le manager de la journée, il ne me parle pas, et quand je suis en télétravail, il m'appelle ou il m'envoie 5 ou 6 mails par jour pour savoir ce que je fais. Bon, là, on peut identifier, sans trop se tromper, une situation problématique de management. Voilà. Pareil, savoir, nous, IRP, par exemple, aussi négocier des indicateurs sur le télétravail, nombre de personnes par service qui ont eu accès au télétravail ou pas. Vous savez, le télétravail, on le disait au départ, hein, dans nos premières interventions sur le télétravail, c'est un miroir grossissant des problèmes de management. C'est-à-dire que quand vous avez un problème de management que vous arrivez à cacher un petit peu en présentiel, à distance, vous n'y arrivez plus. Le problème explose et se voit beaucoup plus. Et, et on a eu notamment je me souviens dans beaucoup d'entreprises où vous aviez des services où les gens répondaient plus ou moins au télétravail. Voilà, c'était classique, il y avait un taux de réponse qui était classique. C'est généralement les services où il n'y avait pas de problème de management. Les services où il y avait un gros succès du télétravail, 100% de l'équipe demandait du télétravail et 3 jours par semaine. Alors on pourrait se dire, c'est formidable, belle adhésion. En fait, quand on creusait un petit peu, on faisait des études ou des enquêtes, on se rendait compte qu'il y avait une ambiance tellement délétère dans ce service-là que les gens voulaient absolument fuir le lieu de travail et se retrouver un maximum en télétravail pour être loin de l'équipe et du management. Ça, c'est des choses qu'on doit absolument traiter, par exemple dans les espaces de discussion. Et puis, vous avez les cas où là, vous avez les cas plus faciles à traiter. Là, vous avez zéro télétravail dans l'équipe, etc. Généralement, ce n'est pas que les gens ne veulent pas faire de télétravail. Souvent, c'est parce que le manager les refuse toutes. Voilà. Donc, c'est des choses aussi qu'il faut regarder. Donc, les indicateurs aussi à regarder. Ensuite, la notion de métier, la notion de métier aussi est intéressante. C'est-à-dire que
on a tendance souvent à dire que on adapte le télétravail aux tâches que fait le salarié. On peut faire aussi l'inverse, c'est-à-dire que le télétravail peut devenir aussi une solution d'adaptation de poste. J'ai eu un exemple chez Accenture qu'on a eu à traiter qui était très intéressant. Quelqu'un qui s'occupait de tout ce qu'on appelle le space management, à savoir bouger les cloisons, mettre en place les chaises quand il y avait des réunions, etc., qui un jour a eu un problème de santé, problème de dos, hein, comme par hasard, et qui s'est retrouvé à avoir une prescription de un jour de télétravail par semaine. Voilà. Donc là, la direction a réfléchi, s'est dit, mais voilà, bon, il faut qu'on trouve une solution, comment on va faire, etc. Cette personne-là a récupéré une tâche qui était de gérer, gérer des demandes, tout était consolidé sous Excel, donc il avait des tableaux Excel à mettre en place, etc. Ce qui était très intéressant pour lui, il n'avait jamais travaillé il n'avait pas d'ordinateur, donc on l'a équipé d'un ordinateur, il a géré, il s'est formé, on l'a formé à Excel, etc., au tableau, et lui était ravi parce que ça lui a permis de faire autre chose. Voilà. Et on a trouvé une solution pour mettre en place le télétravail donc, dans des situations exceptionnelles. Donc le télétravail, ce que je veux dire par là, sans m'égarer trop, c'est qu'on le traite dans les accords télétravail, mais on le traite aussi dans les autres accords. Là, très clairement, c'était quelque chose qui peut être traité dans les accords égalité pro. On parle beaucoup aussi du télétravail pour les personnes en situation de handicap. Voilà, c'est quelque chose qui fonctionne très bien, à condition de ne pas avoir, comme certaines entreprises, des attitudes un petit peu, j'allais dire, cavalières, de mettre les personnes en télétravail à 100% quand elles sont en situation de handicap, ce qui évite d'adapter les locaux. Je vous jure que c'est vrai que ça existe. Donc voilà, donc après éviter ce genre de dérive. Donc le télétravail, on va retrouver évidemment ça dans les accords télétravail, mais pensez aussi à parler du télétravail dans les autres accords. Pensez à le mentionner, à l'utiliser comme un élément de discussion. Soit rien n'aboutit, on peut très bien ne pas trouver de solution, etc., mais au moins que le sujet soit évoqué. Voilà. J'ai sûrement oublié des choses, mais je pense que les questions vont. De toute façon, j'ai voulu mettre l'accent sur 2-3 points. Il y a beaucoup plus de choses que vous trouvez dans le guide de négociation, mais je voulais surtout laisser la place aux questions parce que je me rends compte qu'il est déjà 7h moins 10. Alexandre. Est-ce que on n'a pas beaucoup de questions forcément sur les TPE, mais est-ce que tu peux en parler? Oui, bien sûr. Alors, c'est très intéressant. L'expérience TPE est intéressante parce que ce n'est pas les entreprises où on va avoir beaucoup d'accords en général. Ce n'est pas pour ça que les gens ne font pas de télétravail. Donc, on a certaines expériences qui nous sont remontées de gens qui sont en TPE, qui étaient beaucoup avant la modification des ordonnances du télétravail gris. Voilà, c'est que, moi, dans la boîte, si le matin je dois arriver plus tard ou si il y a un jour où je dois attendre un livreur, etc., j'appelle mon patron, il me dit oui tout de suite, etc. Il y a une relation d'institut personnel qui passe plutôt bien pour la mise en place du télétravail. A contrario, évidemment, quand la relation se passe mal, quand on est sur l'institut personnel, c'est beaucoup plus compliqué. Mais je dirais que il y a toujours la possibilité dans les TPE de négocier aussi des accords. On peut mandater un salarié pour négocier un accord, etc. Ce qui se fait généralement, on est beaucoup dans l'informel, voire dans les chartes, mais c'est de toute façon une question qui va se poser grandement, et c'est pour ça qu'on voulait faire ce séminaire sous aussi l'oreille, le chapeau TPE, c'est que beaucoup, dans les entreprises qui ont mis en place pour la première fois le télétravail, il y a évidemment beaucoup de TPE qui se sont retrouvés dans cette situation, et c'est eux dont je parlais au départ, sur les problématiques de matériel, les problématiques de management aussi, parce qu'on a beau être sur l'Institut Personnel, quand on se retrouve à faire du management à distance, ça peut malgré tout être très compliqué si ça fait 15 ans qu'on travaille en présentiel avec quelqu'un. Voilà. Donc l'isolation, elle s'est vécue souvent des deux côtés d'ailleurs. Dans les TPE, c'est que le salarié s'est senti isolé, mais le manager s'est aussi senti isolé de son équipe. Donc voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Si, parce que c'était quand même l'objet de ces deux webinaires. On en a plus davantage. De toute façon, aucune entreprise, il faut être très clair, tout ce que je dis là ne dépend pas de la taille de l'entreprise. On a toujours dans les articles, dans des émissions de radio, des trucs, etc., on parle des grandes entreprises, etc. Il faut d'abord savoir que TPE sont quand même le premier employeur de France et qu'il y a des solutions de télétravail aussi dans ces entreprises. Moi, je connais des gens qui sont en TPE qui ont accès au télétravail. Je connais, à contrario, des gens qui sont en grande entreprise qui n'ont pas accès au télétravail. Ce n'est pas une question de taille d'entreprise, etc. Le mot qui revient, en tout cas, moi, j'en étais déjà convaincu, mais j'ai été content de l'entendre par des gens qui n'ont pas l'habitude forcément de m'entendre sur le télétravail, des gens proches, etc., qui ont dit, nous, ça a été parce qu'il y avait la confiance. Donc, le mot confiance, de toute façon, ça se décrète pas. Vous pouvez avoir le meilleur accord du monde, etc. Si vous n'avez pas la confiance, de toute façon, ça ne fonctionnera pas.
Donc, il faut déjà travailler, je dirais, sur ces aspects-là. Il faut lever les réticences, hein, c'est ce que je disais, et ça, je pense que c'est vraiment le plus important pour mettre en place le télétravail là-dessus. Une question de Caroline Jérôme. Quand une équipe, dans une équipe, plusieurs personnes n'ont pas de droit au télétravail, mais que le manager, lui, y a droit, peut-on obliger le manager à ne pas avoir de télétravail par souci d'exemplarité? Bah, je suis peut-être bisounours Question encore. piège. Je ne sais pas. Je voudrais être là, dans la tête 5 minutes du manager qui est dans cette situation-là, quand même, quelque part. Vous savez, il y a eu un appel qui a été lancé au moment du déconfinement. Il y a eu beaucoup d'entreprises où il y a un appel qui a été lancé, à savoir que beaucoup de gens sont revenus sur site et les managers sont restés, eux, à distance. Et en fait, il y a eu un appel de beaucoup de salariés qui ont dit, attendez, nous, on revient, vous revenez aussi. Donc la question de Caroline sur l'exemplarité, enfin, euh, je ne sais pas comment un manager peut se pointer devant son équipe avec un tel déséquilibre. Enfin, la preuve, ça existe, hein. Euh, à mon avis, on n'est plus dans un problème de télétravail, là, dans un problème de management. C'est que l'exemplarité, il ne faut pas la demander dans ce sens-là, Caroline. Il faut la demander dans l'autre sens. C'est que puisque nous suivons votre exemple, cher manager, que vous avez l'air d'être si bien en télétravail, nous espérons aussi pouvoir toucher à la grâce qui vous est accordée. C'est-à-dire que c'est véritablement là, je pense, que euh, on est dans le cadre d'un manager qui, de toute façon, travaille à distance. Donc déjà, la notion de confiance, moi j'espère pour lui, à moins qu'il soit dans le contrôle strict, dans ce cas-là, il doit être très malheureux, mais il y a déjà une relation de travail à distance qui existe. C'est-à-dire que faut bien faire comprendre à ce manager que de toute façon, si lui était en télétravail, quand vous êtes dans les locaux de l'entreprise, ça changerait peut-être pas grand-chose si lui était en télétravail et vous chez vous. Voilà. Donc, mais ça, c'est des postures à faire tomber. Je veux dire, faut pas croire non plus, enfin, je pense que vous l'aurez compris dans ma présentation, il ne faut pas qu'on pense, on a gagné là à peu près 2-3 ans hein, sur l'avancée du télétravail en France grâce malheureusement à cette période de confinement, on n'a pas gagné toutes les batailles, hein. Les réticences vont être encore là, les freins vont être encore là. On observe déjà dans certaines entreprises, c'était le titre hier, je crois, du téléphone sonne sur France Inter, c'était bon, maintenant au boulot, quoi. Bon, maintenant, bon, ça va. Maintenant, on va reprendre le boulot, vous revenez dans la boîte, quoi. Il y en a qui considèrent que le période de télétravail, c'était des vacances, hein, quand même. Donc, il y a encore beaucoup de choses à lever, hein, Caroline. Voilà. Mais on a de l'espoir, sinon on ne serait pas là. Une autre question, Alexandre. Non. Alors, pour vous aider aussi sur le management, bon, c'est une question, je regarde un petit peu le chat. Est-ce que Je tu m'as vais... entendu, Jérôme? Non, je ne t'ai pas entendu. Ah, alors, pardon, Vas-y, continue. pardon, Vas-y. mon micro était désactivé, pardon. Vas-y, vas-y. Sur sur les outils de contrôle de l'entreprise, on sait que certains salariés, si leur souris ne bouge pas ou qu'ils ne cliquent pas, l'employeur le sait ou peut le savoir. Tout du moins, pour Didier, Didier demande est-ce que l'employeur est en droit de mettre en place ces outils de surveillance des temps de connexion des salariés? Alors, on retombe dans les bons vieux classiques, hein, des outils, etc. Limitation des données collectées, CF, les recommandations de la CNIL, obligation d'informer le comité d'entreprise et le CSE, moyens adaptés, enfin adaptés dans le sens, voilà, faut pas qu'on collecte plus de données que ce que l'on veut contrôler, hein, très clairement. Ça, c'est la théorie. Maintenant, on va parler de la pratique. Rapport de la CNIL qui est sorti il y a quelques jours. Premier motif de plainte de la part de salariés, les outils de contrôle. C'est pas innocent. 10%, je crois, des plaintes de la CNIL concernent des outils de contrôle qui ont été mis en place par les employeurs. Voilà. Donc, cette idée de la souris qui doit bouger, etc. Alors, les plus malins ont mis en place des petits logiciels, hein. J'avais un collègue qui avait fait ça, logiciel qui vous permettait de réveiller le statut absent sur Skype ou Teams dès qu'il passait en version orange pour le remettre en vert. Bon, il y a eu pas mal de petits trucs qui ont été mis en place. Mais voyez bien l'état d'esprit dans lequel on se retrouve. C'est que vous mettez en place le télétravail
dans une entreprise et vous mettez des moyens de contrôle, vous avez raté quand même quelque chose dans votre vie, hein. C'est qu'il y a quand même, je parlais de la notion quand même de confiance dès le départ, c'est le prérequis. Alors là, vous me direz évidemment, comme ça a été du télétravail contraint, les entreprises ont peut-être eu peur, etc. Je dirais, moi, je n'ai rien contre la repentance, hein. Qu'est-ce que vont faire ces entreprises quand elles vont renégocier le télétravail régulier? Est-ce qu'elles vont maintenir ces outils de contrôle? Si elles avouent vouloir maintenir ces outils de contrôle, il faut mieux refuser le télétravail, à mon avis. Il faut être très clair. Ça ne sert à rien. Merci Jérôme. La question de Mickaël qui est la suivante. Le travail occasionnel est-il juridiquement du télétravail? Si oui, dans le cas d'un accord de télétravail dans l'entreprise, doit-il s'appliquer aux travailleurs occasionnels? 1222-9, plus de différence entre le télétravail régulier et le télétravail occasionnel. Le télétravail occasionnel n'était pas traité avant. Il le devient. Donc, généralement, il est très souple, hein, ce que dit l'article 1222-9, Michael. Possibilité d'informer par tout moyen son manager que l'on va faire du télétravail et acceptation aussi formalisée. Ça, c'est pour des questions d'assurance et de sécurité. Mais ça a été vraiment un des points forts des ordonnances Macron, c'est de reconnaître le télétravail occasionnel et du coup de reconnaître aussi le télétravail gris, du coup, qui était du télétravail souvent occasionnel. Donc, il y a aussi une possibilité de tracer dans les accords. On est en train de varier beaucoup, hein, dans les négociations d'accords actuellement. Il y a eu des expériences intéressantes, je crois que c'est le cas aussi chez Renault, qui a eu ça. De mémoire, je ne suis pas totalement sûr, mais la possibilité de proposer aux salariés un jour fixe ou 2 jours fixes par semaine, ou un certain nombre de jours par mois, voire un certain nombre de jours par an. C'est-à-dire que vous avez des entreprises où les salariés peuvent faire 24 jours de télétravail par an, en mettant bien évidemment des garde-fous, au moins 2 jours de présence par semaine dans l'entreprise, etc., pour éviter de prendre les 24 jours d'un coup, hein. Voilà. Mais on va vers. Là, on arrive dans une certaine maturité. Les gens qui vont commencer aujourd'hui à négocier des accords de télétravail pour la première fois arrivent avec un bagage assez important. C'est-à-dire qu'il y a quand même aujourd'hui pas mal de choses qui ont été mises en place, qui existent, hein. Alors, nous, on avait l'habitude de centraliser les accords d'entreprise avec Yves Lasfargue sur son site Aubergo, hein, donc qui est Ergo Stressy, qui est toujours en ligne, donc sur lequel il y a un certain nombre d'accords télétravail. Et puis les derniers accords télétravail qui sont plus sur le site Ergo Stressy, puisque maintenant ils sont sur Legifrance. Donc vous avez un certain nombre aussi d'accords chez Legifrance qui existent et qui sont voilà, qui vous permettent de vous faire un petit peu une idée de ce que peut être le télétravail. Merci Voilà. Jérôme. Alors peut-être une dernière question avant de passer à ta conclusion. Nous observons une intensification du travail chez les cadres en télétravail dans la période que nous venons de vivre, avec un risque réel de tomber dans le work-alcoholism. Quelle responsabilité de l'employeur quant à la préservation de la santé des salariés? Oui. Oui, tout à fait. C'est la raison pour laquelle nous avons développé au sein du CREFAC, donc l'organisme de formation de la CFDT cadre, on a une formation proposée sur le numérique, travail et transformation numérique. Et sur ces 2 jours de formation, il y a une demi-journée qui est animée par quelqu'un qui s'appelle Thierry Le Fur. Alors Thierry Le Fur, pour ceux qui fréquentent notre site CFDT cadre, vous le connaissez, puisque c'est lui qui poste ce qu'on appelle le DD8. C'est quelqu'un qui travaille sur le droit à la déconnexion et qui a travaillé notamment sur toutes les addictions au numérique. Donc, il propose un programme qui est basé sur le programme qui est utilisé par les gens qui sont voilà, dans une démarche de se faire soigner sur le démarche alcoolique, etc. Lui, il a appliqué cette méthode-là au numérique et il a mis en place donc tout un accompagnement, un module de formation donc pour veiller à ces situations de work alcoolique, notamment de surconnexion numérique. Il a identifié 9 stades qui vous permettent de vous positionner un petit peu, de voir où vous êtes dans votre degré de dépendance, etc. Et surtout, d'une façon plus générale, donc de l'addiction numérique, mais l'addiction au travail, parce que c'est bien de ça dont on parle aussi. Donc là, il y a un certain nombre de mesures, hein, qu'on évoque dans le cadre de cette formation, qu'on évoque aussi dans notre guide de droit à la déconnexion. Voilà, ce point est essentiel. Si je devais même faire une conclusion, ça serait sur presque ça. C'est que c'est la situation véritablement sur laquelle on doit travailler. C'est véritablement la situation de travail des gens qui sont, je dirais, certes en télétravail, mais ça va au-delà du télétravail. C'est que généralement, les gens qui sont surinvestis, ils se sont surinvestis pendant le télétravail, ils étaient déjà très souvent surinvestis aussi dans l'entreprise et faisaient déjà même du télétravail le soir quand ils rentraient chez eux pour finir le travail qu'ils n'avaient pas pu faire dans la journée. Ça, c'est tout ce que l'on traite dans le module sur la déconnexion, notamment. Donc ça, c'est un problème très, très important.
Ton mot de conclusion à ce webinaire? Le mot de conclusion, c'est, si j'en avais un, c'est dérangez-nous. Dérangez-nous, c'est-à-dire n'hésitez pas à contacter la CFDTK. On est là pour vraiment vous assister dans les négociations, revoir des accords, monter, pourquoi pas, au sein même de votre entreprise, si vous êtes représentant du personnel. Voilà, on peut mener une conférence téléphonique sur le sujet pour les cadres, etc. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à nous solliciter. Le deuxième mot important, c'est l'actualité donc qui est en ce moment sur le télétravail, à savoir une concertation entre les organisations syndicales et patronales sur le télétravail. Donc, concertation que nous espérons voir aboutir sur un accord national interprofessionnel, hein, donc 15 ans après le précédent. Bon, le MEDEF traîne un petit peu des pieds, mais bon, on peut espérer que ça va aboutir. Voilà, donc notre secrétaire général, Laurent Mailleux, fait partie donc, de la délégation. Donc on a beaucoup d'espoir aussi de faire évoluer ces questions dans un accord national interprofessionnel, puisque bien évidemment, on sait que sa déclinaison ensuite sera beaucoup plus facile dans les entreprises, quelle que soit leur taille. Donc voilà, donc n'hésitez pas à nous solliciter et regardez l'ensemble de nos documentations, donc les guides, l'analyse des ordonnances aussi sur notre site internet dont j'ai parlé en introduction, l'analyse des articles, etc. Et puis voilà, vous faire part aussi de nos retours. Voilà. C'est le Voilà. mot de la Voilà, donc vous pourrez suivre à nouveau voir le replay de ce webinaire quelques heures après qu'il ait été terminé. Les outils de la CFDT4 sont à retrouver sur cadrecfdt.fr. Pour ce qui est des outils télétravail, ça sera dans la rubrique télétravail sur la page d'accueil de notre site. Merci. Je voudrais dire aussi, si vous êtes intéressé par toutes les questions de management, il y a un webinaire demain organisé avec le CREFAC et la CFDTK donc sur l'accord national interprofessionnel sur l'encadrement qui a été signé en début d'année.